Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous m'entendez au moins? S'il vous plaît. On va vous faire madame. Moi, dans mon besoin. Me revoilà. Je suis désolée pour le petit retard parce que je partageais l'Internet de mon smartphone et mon smartphone s'est déchargé. Donc maintenant, je l'ai branché, il va se rétablir petit à petit. Sa batterie va se rétablir petit à petit. Donc sans plus tarder, je vais vous partager mon écran, si ce n'est pas déjà fait. Donc je branche vers la série de TD. Est-ce que vous arrivez à voir la série de TD? S'il vous plaît? Oui, madame. Voilà, donc cette série de TD, il y a deux exercices. Un premier exercice et un deuxième exercice. Madame, pouvez-vous accepter les étudiants? Accepter les étudiants, d'accord. Voilà, donc j'ai pas de demande. Il n'y a pas? Il n'y a pas de demande. Donc quand des gens arrivent, vous me le dites. Hein. Voilà, donc ici, vous avez un exercice et un deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est-à-dire on connaît un petit peu les différentes maintenances qu'il y a lieu d'infliger ou bien d'appliquer sur un logiciel. Donc ici, on peut directement faire cet exercice rapidement parce qu'on l'a déjà initié au niveau du cours. Donc du cours numéro 1, 2 et même le cours d'aujourd'hui qui est celui du cycle de vie. Donc c'était la dernière activité sur laquelle on avait parlé et il s'agissait des différentes maintenances qu'il y a lieu d'appliquer sur un logiciel. Donc on peut enchaîner directement sur cet exercice puisqu'il ne prend pas beaucoup de temps. Donc, on va initier une petite réponse ici. Donc, non, nouveau plutôt. Voilà, donc on va mettre un nouveau document. Donc, le temps qu'il me donne la main pour un nouveau document. Donc, on va lire l'exercice. Donc, ici, c'est pour pour pointer ou bien faire mention de l'importance de la maintenance du logiciel. Donc, vous voyez bien dans ce schéma, donc on décrit un petit peu la part de marché sur les différentes variantes de maintenance. Donc, on vous dit, en effet, dès la mise en exploitation du logiciel, commence la phase de maintenance pour garantir sa plus grande longévité. Ça veut dire qu'il va vivre le plus longtemps possible. Donc, on voit bien, par exemple, la part de marché pour ce type de maintenance. Par exemple, préventif, c'est 4%, adaptatif, c'est 25%, correctif, c'est 21%, et perfectif, c'est 50%. 50% pourquoi? Parce que de plus en plus, on est appelé à faire des perfectionnements sur le logiciel existant. Donc, en faisant ressortir ou bien en produisant à chaque fois de nouvelles versions du logiciel existant. Adaptatif, c'est le 1 quart de 100%, donc c'est 25%, parce que à chaque fois, il y a des changements dans l'environnement d'exécution du logiciel. Donc, il faudrait adapter ce logiciel au nouvel environnement et aux changements apportés, que ce soit sur le plan matériel, que sur le plan solution. Par exemple, le logiciel travaillé en monoposte, maintenant, on voudrait l'avoir sur multiposte en adoptant une architecture client-serveur. Donc, il y a des choses à modifier pour pouvoir adapter l'ancien logiciel à cette nouvelle architecture client-serveur. Donc, il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens. Donc, il faut adapter le logiciel au nouvel environnement d'exécution. Donc, ça constitue le 1 quart des 100%. Correctif, c'est lorsqu'on est en train d'exploiter le logiciel, on remarque qu'il bug ou bien des erreurs
qui surviennent. Donc, il faut au fur et à mesure apporter des corrections sur ce logiciel. Et préventive, donc on essaye de prévoir un peu les erreurs futures qui peuvent survenir. Donc ici, ça se fait au niveau de la phase de développement du logiciel avant même de le remettre au client. Donc on va prévoir certains scénarios qui peuvent causer des failles de fonctionnement du logiciel. Et dans ce cas-là, on adopte ou bien on applique la maintenance préventive. Donc voici, donc si on résume un petit peu ça, donc ici, la maintenance, donc ici c'est exercice numéro 2, je vais fermer ça, je vais augmenter le caractère, comme ça vous allez voir mieux, donc taille, New Roman, et puis ça fait de 14, donc exo 2, voilà, exercice numéro 2. Donc, les types de maintenance, la réponse à la question, rapidement comme ça, voilà, quel est le but de chaque type de maintenance? Donc, le type de chaque maintenance, vraiment lent mon micro. Désolé. Voilà, donc le but, pardon, vraiment désolé pour le retard de réponse de mon micro. Voilà, donc la réponse à la première question, le but de chaque type de maintenance. Donc, de façon résumée, de toute façon, la correction détaillée, je vous l'envoie. Donc, ici, vous avez préventive, donc maintenance préventive. Donc, ici, c'est son but, c'est son but est de prévenir à l'avance certains risques et erreurs qui peuvent survenir dans l'exploitation future du logiciel. C'est ça le but de la maintenance préventive. Voilà, donc logiciel. Voilà. Maintenance. Exploitation. Donc c'est ça le but de la maintenance préventive. Maintenant, la maintenance corrective. Maintenance corrective. Son but, c'est de corriger les erreurs et de corriger les erreurs et les bugs qui surviennent
lors de l'exploitation du logiciel. La maintenance adaptative, son but, c'est d'apporter les modifications. Donc ici, son but est d'apporter les modifications et les ajustements nécessaires pour pouvoir adapter le logiciel à son nouvel environnement d'exécution. Environnement d'exploitation, si vous voulez, c'est plus général, d'exploitation. Et ici, et les ajustements. Voilà. Merci. Environnement d'exploitation. Exploitation. Voilà. Environnement. D'exploitation. Et enfin, vous avez la maintenance perfective, celle qui constitue si vous voulez, les 50% de l'effort à fournir dans le cadre de l'activité où il y a de la phase de maintenance. Donc, vous avez la maintenance perfective. Donc, cette maintenance perfective, elle vise à perfectionner. Donc, elle vise à perfectionner le logiciel existant en lui apportant de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, ou en supprimant certaines qui sont devenues inutiles avec le temps. Devenues inutiles avec le temps. Donc, cela se fait à travers les la diffusion de nouvelles versions. Se fait à travers la diffusion de nouvelles versions du logiciel. Diffusion de nouvelles Donc, voilà, donc, sont devenus, voilà à peu près la description des différentes maintenances qu'il y a lieu d'appliquer au logiciel. Voilà, donc ça, c'est la réponse à la première question. On revient à l'exercice.
Donc, pour essayer de voir à peu près qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme nouvelle réponse. Donc, ça coince chez moi vraiment. Voilà, donc, que représente le pourcentage associé à chaque type de maintenance? Que représente à chaque type de maintenance? Donc, ici, on peut apporter juste une petite réponse à ça. Donc, deuxièmement, donc, la réponse à la question, donc 2. Donc, la réponse, donc, on revient, donc, que représente, je vais faire un copier, le pourcentage pour chaque type de maintenance. Donc, ici, ça représente chaque pourcentage, le pourcentage pour chaque type de maintenance, donc ça représente la part du marché. Donc on représente les parts représentent la part, si je parle d'un seul, donc la part du marché pour chaque type. La part du marché, voilà. Donc, on l'avait mis pour chaque type de marché. Donc, on remarque ici, on remarque que la maintenance perfective représente la plus grande part. Car il y a toujours de nouvelles versions, du logiciel à diffuser. Donc, cette façon de faire, voilà, cette façon de faire permet de fidéliser les clients. Parce que l'éditeur du logiciel leur apporte toujours des choses, des versions meilleures. Des versions meilleures. Voilà, donc ça permet un petit peu de préserver ses clients. Puisque à chaque fois, vous leur apportez quelque chose de nouveau, ça veut dire que les clients, ils sont contents, ils sont à chaque fois attachés à votre société d'édition de logiciels parce que vous rapportez toujours de nouvelles versions meilleures pour eux. Donc, de voir la question numéro 3. Sur un même produit logiciel, est-il possible d'opérer plus d'un type de maintenance? Donc, pour cette question, la réponse est oui. Parce que on ne peut pas, par exemple, on ne peut pas éviter, donc la troisième question, donc la réponse est oui. Et oui. Pourquoi? Car on ne peut pas
appliquer un seul type de maintenance. Pourquoi? Du fait que le logiciel lors de son développement est susceptible d'avoir des erreurs qu'il faudra corriger. Donc il faudra corriger. Il faut aussi perfectionner le logiciel au fil du temps. Donc, il y a lieu d'appliquer de la maintenance effective. De même pour la maintenance adaptative, du fait que l'environnement de déploiement des logiciels peut changer. Etc. Et ainsi de suite, sans parler de la préventive, etc. EPC. Voilà. Parce que là, les risques, on ne peut pas les éviter aussi. Donc, il y a lieu d'appliquer la maintenance préventive. Donc, il y a des tas de raisons qui font que la maintenance, une seule maintenance, elle n'est pas la seule à être appliquée. Donc, il y a lieu d'appliquer plusieurs types de maintenance du fait que le logiciel peut avoir plusieurs risques. Voilà, donc je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive, non? Donc, une dernière question. Quelles sont les relations entre l'évolution du logiciel, Windows et sa maintenance? Donc, vous voyez bien que le logiciel Windows, donc, existe entre l'évolution du logiciel. Donc, par exemple, logiciel Windows et la maintenance, c'est une maintenance, si vous voulez, principalement perfective. Parce que, donc, quatrième question. Voilà, quatrième question. Donc, le fait que le logiciel Windows est diffusé sous des versions différentes au fur et à mesure de son évolution. Cela veut dire que Microsoft
applique de la maintenance perfective sur ces produits. Bien sûr, s'il y a des produits qui ont été diffusés, principalement, donc principalement perfectibles, donc principalement perfectibles sur ces produits. Bien sûr, Microsoft applique aussi de la maintenance corrective, etc. Mais c'est-à-dire que là, on ne le voit pas directement au niveau du end user. Donc, il y a des phases de déploiement de logiciels Microsoft, Windows, à différentes étapes, qui font que s'il y a des erreurs qui apparaissent au cours de l'exploitation, ils sont vite pris en charge en termes de correction. Quand ils arrivent au end user, comme c'est un produit quand même respectable, donc il y a moins de, si vous voulez, d'erreurs. Donc surtout, on voit la maintenance apparaître au niveau des produits Microsoft, au niveau de la version, des différentes versions qui sont diffusées du logiciel Windows. Donc, c'est surtout de la maintenance perfective qui a été appliquée. Voilà, je crois qu'on a résumé un petit peu cet exercice. Et on peut tout de suite commencer à faire l'exercice, si vous voulez, exercice numéro 1. Donc, sans plus tarder, je vais vous lire un peu l'énoncé de cet exercice. Donc, ici, cet exercice, il est fait pour faire ressortir la difficulté qu'on peut avoir lorsqu'on doit choisir une solution informatique. Donc, des fois, une situation se présente à nous, ou bien des solutions se présentent à nous. En l'occurrence, ici, comme vous voyez dans cet exercice, il y a 3 solutions qui se présentent à nous pour trouver une solution informatique. Et parmi ces 3 solutions qui s'adaptent à nous, ou bien qui s'offrent à nous, il faut faire un choix. Eh bien, dans cet exercice, il est fait de telle sorte pour faire ressortir la difficulté qu'on peut avoir lors du choix d'une solution informatique. Donc, je vais vous lire l'énoncé tout de suite. Un laboratoire de recherche voudrait s'équiper. Donc, un laboratoire de recherche, c'est quoi? C'est comme les labos qui sont au niveau de notre faculté. Donc, nous avons le laboratoire des systèmes d'information, l'IAS, le laboratoire de l'intelligence artificielle, LRIA, et nous avons le laboratoire de recherche en informatique et mathématiques, RIMA. Ce sont 3 exemples de laboratoires qui existent chez nous. Bien sûr, il existe d'autres laboratoires, mais les plus importants sont ceux-là. D'accord? Donc ici, un laboratoire de recherche, et un laboratoire de recherche, il contient quoi? Déjà, les membres du laboratoire, ce sont les enseignants et les chercheurs. Et puis, le but de ce laboratoire, c'est de diffuser des articles scientifiques. Ça veut dire que ce sont des recherches scientifiques sur lesquelles les chercheurs et les enseignants ont travaillé dessus. Ils ont abouti à des résultats. Donc, ces résultats, il faut les faire diffuser à travers des articles scientifiques à publier dans des conférences internationales ou bien dans des journaux internationaux. C'est ça le but du laboratoire de recherche. Et puis là, lorsqu'on diffuse les articles, plus tard, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces articles? L'idéal serait que traduire ces articles au niveau de l'industrie, donc faire ressortir un produit utilisé dans la société, ou bien de faire ressortir des nouveaux programmes d'enseignement pédagogique selon ce qu'on a trouvé dans les articles comme nouveauté. Par exemple, je fais de la recherche sur les systèmes de recommandation. Plus tard, il y aura un module qui sera enseigné dans ce contexte, par exemple. Donc, un laboratoire de recherche voudrait s'équiper d'un système intégré de gestion de ses équipes de recherche pour prendre en charge les informations relatives aux chercheurs, leur production scientifique, ça veut dire les articles, en termes d'articles, de conférences, de nombre d'articles journaux publiés, de nombre de séjours et de congés scientifiques. Pour ce faire, 3 approches possibles s'offrent au laboratoire. Donc, si vous voulez, 3 solutions lui sont offertes. La première solution, c'est d'acquérir un logiciel de gestion de base de données et développer son propre système basé sur cet outil. La deuxième solution, c'est acheter un système similaire à celui d'un autre laboratoire et l'adapter à ses propres besoins. La troisième solution, se joindre
un groupe de laboratoire, établir un cahier de charge commun et contacter plutôt un éditeur de logiciels qui développera un seul système pour tous. Donc, la question qui est posée, identifier deux risques possibles pour chacune des stratégies, donc des trois stratégies. Donc, nous avons la première stratégie, deuxième, troisième. Donc, pour chaque stratégie, on peut identifier deux risques. Voilà. De ces stratégies et proposer des techniques de résolution de ces risques, des risques, qui permettent de décider quelle approche adopter. Donc ici, on va essayer d'énumérer pour chaque stratégie au moins deux risques auxquels on sera confronté si jamais on aurait choisi une option ou bien une stratégie par rapport à une autre. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Oui, madame. Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que vous êtes là? Oui, on vous entend. Oui, madame. Très bien, parfait. Donc, cet exercice, par contre, on va essayer de discuter ensemble. Ça, c'est l'exercice numéro 2. Donc, ce que j'ai saisi, je vous l'envoie aussi avec la correction. Donc, ça sera un complément dans l'exercice 2. Et ça, c'est l'exercice numéro 1. Voilà, exercice numéro 1. Voilà, donc on vous dit pour chacune des stratégies, identifier deux risques. Donc ici, vous avez la stratégie numéro 1. Numéro 1. Voilà, donc ici, vous avez la stratégie numéro 2. Numéro 2, la stratégie numéro 3. Voilà. Donc on va essayer. Donc on va essayer de discuter sur la stratégie numéro 1. Et je vous demande dans cette partie de participer avec moi pour me donner vos idées. D'accord? Donc, dans cette stratégie, on vous dit, on va acquérir un système de gestion de base de données. Par exemple, supposons un système de gestion de base de données Oracle. Voilà. Et selon ce système-là, on va essayer de développer son propre logiciel, bien son propre système ou bien logiciel, outil, logiciel. N'oubliez pas le logiciel à acquérir, c'est quoi? Donc je vous rappelle, le logiciel à acquérir, c'est un système intégré de gestion des équipes de recherche. C'est ça le logiciel qu'on voudrait acquérir, ou bien le système. Pourquoi on dit le système? Parce qu'il prend en charge plusieurs aspects, non seulement le logiciel, mais bien d'autres aspects. Donc ici, logiciel, système, donc acquérir. Un système, voilà. De gestion intégrée des laboratoires, des chercheurs, des équipes de recherche du laboratoire. C'est ça le but. Alors, il y a une solution qui s'offre à nous, c'est celle, la première solution qui s'offre à nous, c'est celle d'acquérir un système de gestion de base de données et développer son propre logiciel basé sur cet outil. Alors, quels sont les risques? Est-ce que quelqu'un peut suggérer? S'il vous plaît, n'hésitez pas. Même si vous dites faux, c'est aussi une suggestion qu'on pourra discuter aussi. Donc, acquérir veut dire quoi? Veut dire acheter. Alors, quel est le risque si je veux acheter? S'il vous plaît? Si je parle en termes d'argent,
Si je parle en termes d'argent, quel est le risque? Il est coûteux. Comment? Est-ce que tu peux élever la voix? Il est Il est, coûteux. il est Coûteux. coûteux. Donc le risque, c'est base de données, le système de gestion de base de données est coûteux. Oui, ça c'est un risque. Le système de gestion de base de données est coûteux. Et coûteux. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de l'acheter parce qu'il dépasse un peu les capacités financières du laboratoire. Oui, ça c'est un risque. Est-ce qu'on peut citer aussi autre chose? Parce que regardez, on voudrait acheter, donc ici, on avait dit si je veux acheter, donc je veux acquérir, donc le risque, c'est que je n'ai pas suffisamment d'argent pour pouvoir l'acheter, ce système. Mais ici, n'oubliez pas, il y a un deuxième aspect, développer son propre système. Parce que ici, dans la base de données, je vais mettre les données et je dois développer le logiciel qui va exploiter cette base de données. Alors, quel est le risque? Est-ce qu'un laboratoire peut toujours développer le système? Question. Est-ce que le laboratoire peut toujours développer le système? Exemple, supposons c'est un laboratoire de biologie. Est-ce que le laboratoire de biologie peut facilement développer un système informatique? Non, ils ont besoin d'une équipe spéciale pour faire ça, des développeurs. On a besoin de quoi? Une équipe spéciale chargée de ça. Voilà, donc c'est le risque, c'est quoi? De ne pas avoir à notre disposition la compétence qu'il faut pour développer. Donc le risque, ne pas disposer du personnel compétent qui peut développer ce système. Ça, c'est un risque. Donc, le risque de ne pas disposer de personnel compétent. Est-ce qu'on peut citer d'autres risques? Par exemple? Temps de développement du système. Temps de livrement, ça veut dire le temps où le système pourrait être fonctionnel. Donc, c'est le temps de développement surtout, parce qu'on va le développer nous-mêmes. Donc, c'est le temps de développement qui devient trop grand, trop important. Le temps, donc ça aussi, c'est un risque. Le temps de développement du système trop important. Donc, si on a besoin de ce système de façon impérative dans une situation d'urgence, on ne peut pas choisir cette stratégie du fait que le temps de développement il est trop important. S'il est trop important et qu'on a besoin du système tout de suite, on ne peut pas se permettre de choisir cette stratégie. Donc ici, développement important. Le temps de développement important. Voilà, le risque d'avoir cette situation qui se présente à nous. Donc c'est un développement qui consomme trop de temps, mais on a besoin du logiciel ou bien du système dans l'urgence et de ce fait, donc cela augmente, si vous voulez, la conviction du chef du laboratoire que la stratégie à adopter, ce n'est pas la stratégie numéro 1. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut citer d'autres risques? Madame, il peut avoir Oui. plusieurs erreurs. Quel genre d'erreur? Exemple. Des bugs de fonctionnalité. Oui, ça fait partie. Oui, ça peut avoir des erreurs de fonctionnalité, des bugs par exemple.
Mais les bugs et les erreurs de fonctionnalité, ils vont rentrer totalement dans le risque de temps de développement. Parce que s'il y a des bugs et des erreurs, ça veut dire que je vais consommer encore plus de temps pour pouvoir les corriger. Et de ce fait-là, je vais augmenter le temps de développement. Donc, ça rentre dans ce risque numéro 3. Est-ce qu'on peut citer aussi un autre risque qui n'apparaît pas directement, donc c'est un risque indirect, le fait qu'il y ait l'apparition de nouveaux coûts à payer, mais qui sont indirects. Par exemple, apparition, je ne sais pas si on peut dire ça, apparition de nouvelles charges, charges financières à payer, donc de nouvelles charges financières indirectes à payer. Pourquoi indirect? Parce qu'au départ, par exemple ici, comme nouvelle charge, achat de nouveau matériel. Par exemple, ce n'était pas prévu au départ, mais quand on a commencé à développer, on a vu la nécessité d'acheter de nouveaux matériels. Par exemple, recrutement du personnel, de nouvelles compétences, recrutement de nouvelles compétences de développement, par exemple. Par exemple, j'avais au départ 2 informaticiens, mais je me suis rendu compte qu'il me faut un 4e ou bien 4 informaticiens, donc je dois encore recruter de nouvelles personnes, etc. Donc, ce sont des charges financières que je dois payer, c'est de nouveaux coûts que je dois prendre en charge, mais qui n'apparaissaient pas au départ. Donc, ça, c'est aussi le risque. C'est un risque de pouvoir engager de nouveaux frais alors qu'ils n'étaient pas prévus au départ. Donc, je pense qu'on a cité 2 risques les plus importants et on a énuméré d'autres risques qui peuvent apparaître. Ça, c'est une bonne réponse pour cette Madame, question-là. Oui, madame, je vous demande pardon. Est-ce qu'on peut prendre en considération la maintenance? à quel niveau? La maintenance durant le développement et tout. Oui, Yani, ça durant le peut être un développement. autre risque pour le Oui, développement. parce que non, la maintenance, elle doit être prise en charge comme une activité impérative pour le développement du système. Exemple, Oui, ça je suis en cible train de une développer maintenance adaptative. la maintenance adaptative. Oui, l'apparition, par exemple, de Oui. nouvelles. Donc, oui, parce que on va essayer de mettre ça. Donc, on va mettre peut-être risque 5. Euh, donc, oui, on peut faire. Le fait Changement à oui, qu'il y l'environnement et ait, tout. oui, j'ai compris. Le fait qu'il y ait si vous voulez, de nouveaux Nécessité. changements au niveau de nouveaux changements au niveau de l'environnement du système, du système, système. Ça veut dire les nouveaux changements matériels et fonctionnalités. Matériel et fonctionnalités. Donc ici, cela engendre, donc cela engendre un effort plus que prévu pour la maintenance adaptative, comme tu l'as dit. Donc, comme conséquence, le temps de livraison le temps de livraison du produit final, il y a livraison et exploitation. Exploitation.
du produit, donc du système, devient indéterminé. Donc, ça rejoint un petit peu le risque numéro 1, indéterminé. Donc, ça rejoint un petit peu le risque du premier point, donc le risque 1, mais quand même, c'est important de le mentionner. Engendre. Voilà, donc changement. Oui, c'est bien réfléchi. Indéterminé. Comment l'écrire indéterminé? Voilà. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un risque. Donc, devient. Comment on écrit devient? Voilà. Oui, donc oui, c'est un risque, oui. C'est bien réfléchi. Donc, essayons de voir un petit peu des risques quant au choix de la deuxième stratégie. Donc, essayons de voir cette deuxième stratégie, qu'est-ce qu'elle dit. Deuxième stratégie, qu'est-ce qu'elle dit? Au lieu de développer nous-mêmes le système, on va plutôt l'acheter. On va acheter, mais acheter un système similaire à celui qu'on voudrait avoir. Donc, supposons notre laboratoire, il a entendu parler d'un autre laboratoire qui dispose du système de gestion de base de données. Donc, on va acheter le même système que ce laboratoire. Donc, ça veut dire cette stratégie, elle décrit acheter un système similaire à celui d'un autre laboratoire et l'adapter à ses propres besoins. Donc, on va l'adapter à nos propres besoins. Donc, ici, on va énumérer quels sont les risques. Donc, au moins 2 risques. Bon, on va copier le modèle. Voilà. Madame, Oui. Madame, on peut dire que les fonctionnalités du système acheté ne satisfait pas les Ne sont pas besoins précis. adaptés à notre besoin. Ne satisfont pas Ouais, madame. notre propre besoin. Oui, le risque d'avoir donc le système acheté, donc le système, oui, ça c'est un risque. Le système acheté, à acheter, qu'on va acheter, ne s'adapte pas exactement à nos propres besoins. Oui, c'est un risque. Ça veut dire qu'il présente des C'est les frais fonctionnalités. d'achat ou le coût Comment? d'achat. Les frais d'achat ou le coût. On a filmé tout cela, madame. Donc ici, avant de passer au coût, ça veut dire acheter ne s'adapte pas à nos propres besoins. Mais avant de parler de coût, mais par exemple, il ne s'adapte pas à nos propres besoins. Mais on voudrait l'adapter, les adapter. Comment faire? Donc par exemple, on a remarqué qu'on a acheté un système similaire à un autre laboratoire, mais on a remarqué que les fonctionnalités ne sont pas adaptées à nos besoins. Il y a des choses qu'on devrait changer et adapter. Quel est le risque d'adapter les fonctionnalités du Pendant beaucoup de changements, donc le temps. donc le risque d'avoir donc beaucoup de changements, oui, c'est un risque. Donc le risque, si il y a beaucoup de changements et d'adaptations. Donc, beaucoup voilà, de changements et d'adaptations. Donc, cela engendre un temps énorme. Engendre un temps énorme. Oui, c'est un risque. Aussi, concernant justement cette adaptation, on peut avoir aussi le risque même si on voudrait adapter,
de la difficulté. Donc, la difficulté, parce que si on voudrait adapter, c'est bien. On entame les étapes d'adaptation, mais des fois cette adaptation, elle est compliquée, elle est difficile. La difficulté de l'adaptation. Voilà, adaptation. Donc, il y a aussi le risque, votre camarade, il a parlé un petit peu d'un risque sur le coût. Est-ce que tu peux m'expliquer mieux? Est-ce que tu peux me éclaircir ton idée? En termes يعني de coût مدام d'argent. Comment? مبروك Comment? نقولوا لو كو تاع السيستم اللي حنا دوك راح نشروه On va l'acheter. يعني Oui, وي c'est vrai que, par exemple, je vais acheter, c'est فوالا aussi un شي coût. Parce que, oui, le coût d'achat, le risque relatif, le coût d'achat, oui, puisque je vais acheter. Oui, tout à fait. Donc, ça rejoint un petit peu le risque de tout à l'heure, le coût d'achat qui peut être élevé, par exemple, qui peut être élevé, élevé par rapport à nos capacités financières, par rapport aux capacités financières du laboratoire. Oui, c'est un risque. C'est vrai, parce que si on va acheter, ça veut dire on va acheter avec l'argent, et le risque, c'est de ne pas avoir suffisamment d'argent pour le faire. Est-ce qu'on peut énumérer un autre risque? Est-ce que, par exemple, si je veux, par exemple, faire de l'adaptation du logiciel, est-ce que cette adaptation, les gens vont l'accepter facilement? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de, comment on peut appeler ça? La résistance de la part des utilisateurs à ces changements. Par exemple, je veux... تدخل في les gens الريسك الاول connaissent مدام لا Comment? Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Non? تدخل في الريسك الاول هذاك تاع تدخل في الريسك الأول. Attends, je vais revoir un petit peu. Acheter, oui, ne s'adapte pas aux besoins. Maintenant, j'ai besoin de telle fonctionnalité. Telle fonctionnalité, le système que je vais acheter, il n'y a pas donc les deux fonctionnalités. Donc ça, il ne s'adapte pas aux besoins. Maintenant, les gens qui vont utiliser le logiciel, ou les chercheurs qui vont utiliser le logiciel, à chaque fois, vous leur changez les fonctionnalités, vous leur apportez de nouvelles et à chaque fois vous corrigez, vous adaptez, vous corrigez, vous adaptez. Est-ce que les gens, ou bien les utilisateurs, ou bien les chercheurs ne vont pas résister? À chaque fois, vous leur causez des changements et à chaque fois, vous leur obligez de s'adapter au nouvel environnement. Donc, il y a le risque de résistance au changement de la part des utilisateurs du système. Donc, il y a la résistance. Parce que la résistance, c'est quoi? Je suis à l'aise avec un logiciel qui présente des fonctionnalités. Maintenant, elles sont correctes ou sont pas correctes. L'essentiel, j'arrive à travailler. Maintenant, si tu viens à chaque fois me dire, non, je vais te changer des choses, il y a des choses qu'on doit revoir. Et moi, je me suis habituée à l'ancienne façon de travailler. Et tu viens me dire, voilà, donc je t'offre une nouvelle façon, de nouvelles fonctionnalités. Et si tu fais cette adaptation au fur et à mesure et tout le temps, et tout le temps, tout le temps, à un certain moment, je vais résister. Moi, je ne vais pas accepter de travailler. Donc, résistance au changement, si vous voulez. Voilà, donc résistance au changement de la part des utilisateurs du système. Voilà, donc ça peut être aussi un risque. On peut énumérer. Attendez, je vais voir, il y a des gens qui veulent entrer. Voilà. Donc, essayons de voir un peu pour la troisième stratégie. La troisième stratégie, qu'est-ce qu'elle dit? La voici, notre stratégie numéro 3. Elle dit quoi? Elle dit se joindre à un groupe de laboratoire et établir un cahier de charge commun et contacter
un éditeur de logiciels pour développer un seul système pour tous. Ça veut dire, je suis par exemple un laboratoire qui se trouve à Bebzouar. Il y a d'autres laboratoires à Bebzouar, il y a d'autres laboratoires à Blida, par exemple. Et par exemple, on s'est rendu compte qu'à Blida, ils utilisent un système et ils veulent utiliser un système comme le nôtre. Et les laboratoires de Bebzouar veulent utiliser aussi le même système. Donc on se dit, pourquoi ne pas se réunir tous et on va établir un seul cahier de charge qu'on donnera à l'éditeur de logiciel qui va développer pour nous tous un seul système. Alors ici, par rapport à cette stratégie, qu'est-ce qu'on peut énumérer comme risque? Est-ce que quelqu'un peut me donner une suggestion? Le logiciel il est très parce que ماشي قاعد هو les mêmes fonctionnalités. Disparité ou bien différence des fonctionnalités. Donc, ça veut dire difficulté d'établir un cahier de charge commun. Donc, il y a ce risque-là, c'est vrai. Donc, difficulté d'établir un cahier de charge commun à tous. Voilà, un cahier de charge commun à tous parce que les laboratoires, les différents laboratoires n'ont pas des besoins, tous des besoins communs. Tous des besoins. Et ils peuvent, dans certaines situations, avoir même des besoins antagonistes ou bien contradictoires, l'un est contre l'autre. Des besoins antagonistes. Donc, c'est différent. Opposé. C'est antagoniste, c'est opposé. Voilà, opposé. Oui, ça, c'est un risque. Est-ce qu'on peut énumérer un autre risque? L'éditeur du logiciel ne respecte pas le cahier de charge. Essaye de répéter, يعني s'il حاجة te plaît. simple. Le logiciel, qu'est-ce qu'il a? L'éditeur du logiciel ne respecte pas le cahier de charge. Pourquoi il C'est va un pas risque quand même. non, pourquoi il va pas respecter? On suppose que l'éditeur de logiciel mal expérimenté, ok. Oui, mais ما عندوش si par expérience. exemple on fait appel à un éditeur de logiciel qui est connu, donc on ne va pas accuser sa compétence parce qu'il est connu sur le marché. S'il va nous rendre un ونيشان logiciel بصح نقولوا هنايا سي ريسك. Comment? الريسك انه ما نلقاوش ان éditeur de logiciel connu. Un éditeur de logiciel ما connu? تعرف في واحد ماهوش. Mais les éditeurs de logiciels, c'est-à-dire qu'on fera appel à l'éditeur de logiciel qui est connu. Donc, essayons de parler pas là, sur la compétence de l'éditeur, mais sur la façon de nous mettre d'accord pour mettre le cahier de charge. Est-ce que, par exemple, il est facile d'obtenir un seul cahier de charge après plusieurs réunions entre les équipes de laboratoire? Le changement d'idée, madame. Le changement d'idée, donc chacun, il a une façon de faire. Donc, si chaque laboratoire il a une façon de faire, un autre laboratoire une autre façon de faire, donc on peut avoir des contradictions, des conflits. Donc, parmi les risques, les changements, on va essayer de résumer l'idée de votre camarade. Changement
d'idées entre les laboratoires. Donc, s'il y a changement d'idées entre les laboratoires, cela veut dire donc difficulté d'obtenir un consensus général. Et je n'arrive pas à retrouver difficulté, voilà, d'aboutir à un consensus. Consensus ijma', d'accord? Donc, c'est le mot consensus. Donc, on n'arrive pas à se mettre tous d'accord sur, sur les mêmes idées. Sur les mêmes idées. Et d'où la difficulté d'établir dans les délais un cahier de charge consensuel. Le délai, un cahier de charge consensuel. C'est-à-dire que là, on fait des réunions entre laboratoires, on essaie de choisir on essaie d'établir un cahier de charge commun, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de changements d'idées, chacun comment il voit les choses, qu'il est difficile d'établir un cahier de charge unique qui rassemble tous les besoins de tous les laboratoires. Donc ça, c'est une difficulté. Et par rapport à l'argent qu'il faut payer, parce que là, nous allons acheter un seul système. Maintenant, par rapport à l'argent, quel est le risque? Par rapport à l'argent qu'on doit payer. On se pose la question, qui va payer? C'est ça la difficulté. Donc, on se dit, est-ce que c'est le laboratoire de la plus grande université qui va payer la majorité ou bien tout le système? Ou bien est-ce que les frais seront partagés entre tous les laboratoires de façon équitable? Mais par la suite, ils vont apparaître d'autres conflits. Certains laboratoires, ils vous disent, mais nous avons que 50 chercheurs et vous avez 200 chercheurs. Donc, c'est vous qui avez la plus grande, vous êtes un plus grand laboratoire et du coup, vous avez suffisamment de finances pour prendre en charge le système. Donc, c'est vous qui allez payer le système. Si ce n'est pas vous en totalité, vous allez payer la majorité des frais. Donc, ici, là, il y a un risque d'apparition des conflits en termes de financement du système à acquérir. Donc, relatif, les conflits relatifs au financement du système acquérir. C'est-à-dire, entre parenthèses, qui paye? Qui paye et à quel pourcentage? De tout à 100%, ou bien une partie à quel pourcentage? Sur quelle base on va départager les pourcentages, etc. Donc, il y a apparition de ce genre de conflit. On voudrait acquérir un système, si vous voulez, en commun, mais on se dit par la suite qui va le payer. Donc, c'est un risque. Donc, ici, il y a aussi, par rapport à ce paiement, le risque de trouver juste... Oui? Les gains et les bénéfices ont diminué lors de la coopération. Les bénéfices ont diminué lors de la coopération. Explique-toi, je n'arrive pas à comprendre ton idée. Madame, se joindre à un groupe de laboratoire. C'est moi, les gains, tu as le logiciel, mais chez rien, tu as les.
Euh, les frais du logiciel, je ne suis pas la seule à... ماشي les frais, les gains. شغل كي تبيعي logiciel تاعك, c'est pas... Non, non, ici, c'est pas la situation, je ne vais pas vendre. La situation, ce n'est pas la vente, non. Ça veut dire, je suis un laboratoire. Il y a d'autres laboratoires aussi avec moi, de la même université là où je suis, ou bien des autres universités. Nous, en tant que groupe de laboratoires, nous avons tous besoin d'un système qui est celui du système de gestion de base de données. Maintenant, on a décidé d'acheter un système qui va gérer cette base de données. Système, on avait dit, on voudrait acheter un logiciel, un système intégré, voilà, on voudrait acheter un système intégré de gestion des équipes de recherche, d'accord, qui va gérer les données qui sont dans la base de données, d'accord. On voudrait l'acheter. Maintenant, c'est nous qui allons acheter, nous n'allons pas vendre. Donc, on ne va rien développer, on va acheter. Le problème, c'est lorsque je suis avec un groupe de laboratoire, il y a pas mal de conflits. Parmi les conflits qu'on vient juste de citer, c'est le conflit d'argent. Supposons nous sommes 10 laboratoires à vouloir acheter un seul système. Déjà, le conflit d'argent, il se présente comment? À la fin, supposons qu'on s'est mis d'accord sur le cahier de charges, etc. Ensuite, on va se dire, on va contacter un éditeur. L'éditeur va nous dire, ça va vous coûter tant. Ensuite, on va se dire, mais qui va payer cet argent? Est-ce que c'est le laboratoire le plus important? Est-ce que c'est le laboratoire qui a un plus de budget? Est-ce que on va départager de façon équitable le montant? Donc, il y a un genre de conflit qui va apparaître lorsqu'il s'agit de payer, de paiement. Et maintenant, même lorsqu'il s'agit de payer, donc si on départage les frais, donc ça peut être équitable comme ça peut être non équitable. Non équité, des frais à engager, des frais à payer, des frais à payer. Pourquoi non équité? Non équité, ça veut dire non équité, cela veut dire c'est pas juste. Donc le partage n'est pas équitable. Le partage de frais n'est pas équitable. Je peux avoir ce risque. Pourquoi le partage de frais peut ne pas être équitable? Parce qu'on se dit, on se dit, par exemple, si le logiciel va nous coûter, par exemple, 20 millions, et nous sommes 4 laboratoires, eh bien, on va diviser 20 sur 4, ça va donner 5 millions. Chaque laboratoire va payer 5 millions. C'est un frais arbitraire, parce que les vrais logiciels, ce n'est pas 5 millions. Donc, ça peut être 200 millions, 300 millions, ça dépend de la quantité des fonctionnalités que le logiciel nous offre. Donc, si chacun de nous va payer 5 millions, il y a un conflit. C'est vrai, le partage, il est correct. Donc, chacun va payer 5, 5, 5. D'accord? Mais, par la suite, il y a d'autres laboratoires qui vont dire, mais nous sommes un petit laboratoire et nous n'avons pas beaucoup de chercheurs dans nos équipes. Dans ce cas-là, on va payer moins. De plus, notre budget n'est pas aussi important que d'autres laboratoires. Donc, ceux qui ont un plus grand budget, c'est ceux-là qui doivent payer plus. Donc, il y a ce risque de partager de façon pas très équitable les frais. Parce que je peux partager de façon égale, mais ça peut ne pas être équitable parce que certains laboratoires n'ont pas les mêmes moyens que d'autres. Ils ont moins de moyens. Donc, du fait qu'ils ont moins de moyens financiers, on devrait recalculer la charge à payer ou bien le montant à payer selon leurs moyens. Donc, ici, pourquoi payer du fait qu'il y ait disparité ou bien disparité entre les moyens financiers dont dispose chaque laboratoire.
un laboratoire. Voilà, c'est un risque. C'est-à-dire que je peux partager de façon égale, mais ça peut ne pas être correct, ça peut ne pas être juste, si vous voulez, parce que si un laboratoire a un budget, par exemple, de 2 milliards, chaque année, l'État lui donne 2 milliards, et un autre laboratoire, il lui donne que 100 millions. Donc, ce n'est pas normal que celui qui a un budget de 100 millions paye de la même manière que celui qui a 2 milliards comme budget. Donc, il faut que celui qui a 2 milliards de budget paye beaucoup plus que celui qui a 100 millions. مدام Donc, ان لوجيسيال soit on من fait comme هاد ça. Le ان logiciel, لوجيسيال شحال يفوت actuellement sur le marché, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement les chiffres qui se tournent dans le marché. Mais de mon temps, c'est-à-dire que les années 95, etc., 96, 98, je me souviens avoir assisté à un marché où on a acheté un logiciel dans l'administration où je travaillais. Il avait coûté 80 millions. C'était un petit logiciel de rien du tout, hein, qui faisait juste des enregistrements dans la base de données, qui faisait des petits traitements, des petites statistiques, de rien du tout. Si vous voulez, un étudiant en licence peut le faire sans aucune difficulté. Et ils l'ont acheté à 80 millions. Maintenant, les logiciels actuellement, je منين ne sais شراوها pas مدام منين comment. منين شراوها منين من شراوه. Donc, regarde, le logiciel finalement qui te chéri, c'est pas tu achètes et c'est tout. Parce que les logiciels, il y a tout un mécanisme pour l'achat des logiciels. Et ils l'ont acheté, donc il y avait un responsable chez nous, un secrétaire général. Ce secrétaire général, il a son frère qui est un éditeur de logiciels. Donc, il nous a fait les démarches de telle sorte à ce qu'on achète chez son frère. Donc, on a acheté chez l'éditeur, un éditeur qui est le frère de notre secrétaire général. Et on lui a payé 80 millions. Madame, Donc, les ça veut autres, dire, par exemple, logiciels, les autres logiciels كيما ادوبي ومايكروسوفت اوفيس هذوك اوبن سورس يتسموا non, ils ne sont pas open source. Ils sont sous licence. سو Par ليسونس. exemple, Microsoft Office, etc. Ils ne sont pas open source. Les versions avec lesquelles on est en train de travailler en Algérie, c'est des versions qui ont été piratées. Ça veut مي dire, هذاك le logiciel, regarde, le logiciel, lorsqu'on le programme, il y a des gens spécialistes dans le reverse, parce que lorsqu'on programme un logiciel, on a fait de l'engineering du logiciel. On a utilisé une certaine engineering du logiciel. On a abouti au logiciel exécutable, d'accord? Mais les gens, Oui. il y a des spécialistes qui font le chemin inverse. Ça veut dire le logiciel est programmé, les clés en main, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le reverse engineering, l'engineering inverse. Ça veut dire du هذا logiciel, الاسمبلر. ils aboutissent au code source. Quand ils aboutissent au code source, ils modifient un petit peu et c'est celui-là qu'ils vont diffuser pour les gens qui veulent utiliser le logiciel sans licence. Et encore une petite information, un logiciel open source n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il est gratuit. Un logiciel open source, cela veut dire que je peux avoir accès à son code source. Mais je peux avoir un logiciel open source que je vais acheter. J'achète avec l'argent. Parce que je ne veux pas modifier son contenu. Son contenu m'intéresse, c'est bon, c'est tout ce que je veux, j'achète avec l'argent. Lorsque vous Madame, entendez logiciel open source, il faut enlever de votre tête que cela veut dire c'est gratuit. Non, un logiciel open source n'est pas nécessairement gratuit. Un logiciel open source, par définition, veut dire que je peux avoir accès librement à son code source. مادام تسمى هذاك اللوجيسيال كان كبير غير هذوك اللي راه يشروه تسمى ما كانش في بلاصه اخرى. Répète, j'ai pas compris.
قصدي خدموا سبيسيالمون ليهم Euh, للكليون هذو. les open source, لا مش اوبن سورس، نحكي هذاك اللي عطيتنا به اكزامبل. Microsoft Office, ou bien le logiciel sur قلت lequel on مدام est. قبيله شويه باللي حضرتي مارشي وين داروا فيها Ah oui, oui, لوجيسيال oui, 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 تاع oui, oui. 80 مليون هذاك سنتيم. Le هذاك تسمى logiciel, بريفي غير ليهم هما voilà, للكليون le هذو. logiciel, oui, il est spécialisé pour un besoin bien spécifique. Écoute, mon garçon, écoute, l'argent que l'Algérie a perdu à travers la mauvaise gestion de nos décideurs, c'est de l'argent qu'on ne peut pas écrire sur, par exemple, plusieurs pages, tellement le montant il est très grand. Ce logiciel, il n'a été utilisé qu'une seule fois. Il n'a été utilisé qu'une seule fois. Écoute bien. Parce que ce logiciel, c'était son but, c'est de faire ressortir la liste de tous les produits contrefaits. Donc, c'était la période où l'État voudrait avoir un état global sur les produits de la contrefaçon qui circulent sur le marché. Donc, de ce temps-là, il y avait le ministre, Barti Blaïb, c'était lui le ministre qui s'occupait de ce dossier. Donc, il nous a demandé de faire ressortir des statistiques concernant des produits, par exemple cosmétiques, par exemple shampoing ou bien parfum ou bien autres produits, pas spécialement cosmétiques, qui portent la marque de renommée, mais le contenu, ce n'est pas le bon. Par exemple, tu as n'importe quel contenu d'un parfum, il te dit Yves Rocher, il te dit par exemple la vie est belle, etc. Donc l'étiquette, c'est la marque, mais le produit à l'intérieur, c'est du n'importe quoi. Ça s'appelle de la contrefaçon. Ça, c'est de la contrefaçon. Donc, et puis, dans cette période, il y a eu beaucoup de produits, surtout cosmétiques, qui circulaient sur le marché, comme étant des produits de qualité, alors qu'ils étaient contrefaits. Il y a eu même un incident. Une fois, des gens, ils ont utilisé des produits dentifrice, alors que le contenu du tube du dentifrice, c'était de la crème épilatoire. Donc, tu vois le risque sur la santé publique. Donc, le logiciel qu'on devait acheter ou bien développer, mais ils ont choisi acheter, c'était pour faire ressortir toute la liste de ces produits et faire ressortir les statistiques par région, voilà, par type de produit, etc. C'était un logiciel tout simple. Et donc, ils l'ont acquis, ils l'ont déployé sur ils ont commencé à l'exécuter, mais il a été exécuté une seule fois, lors de la visite du ministre, pour voir un peu les statistiques. Il a été exécuté une seule fois et c'est tout. C'était l'unique une fois qu'il a été utilisé. Par la suite, ce logiciel, il était installé sur un serveur. Ensuite, un peu de temps après, ils ont acheté de nouveaux serveurs. Donc, l'ancien serveur, il a été jeté. Et on n'a gardé ni traçabilité, ni CD, ni cahier, ni rien du tout. Donc, juste pour te dire, l'argent ou pas, lorsqu'on gère de façon pas très raisonnable les ressources financières. Voilà donc la petite histoire. Est-ce que tu m'as compris, mon garçon? Il y a quelqu'un? Oui, merci beaucoup, madame, j'ai bien compris. Voilà, donc juste pour te dire, dans le marché du logiciel, il y a, si vous voulez, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de contrefailles, il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires, qui se font. Tout ça est dû à la mauvaise gestion des décideurs. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'un jour on va atteindre un niveau de gestion qui fait que ce genre d'anomalie ne se présentera plus jamais dans notre pays. Voilà. Donc, voilà, donc on a mis la stratégie numéro 1. Voilà. La stratégie numéro 3, on a énuméré 4 risques, c'est déjà beaucoup. Voilà, donc essayons de voir s'il y a une petite question qui est... donc, on vous dit les risques.
Et proposer, on vous dit proposer des techniques de résolution des risques qui permettent de décider quelle approche adopter. Est-ce qu'on peut proposer des solutions? Par exemple, pour ne pas tomber dans ces risques. Donc, on peut suggérer, par exemple, donc les solutions, je vais copier ça, proposer des solutions pour ces risques-là, voilà. Si vous voulez, c'est la deuxième partie, donc ici, c'est le 1.2, voilà. Proposer des solutions pour ces risques. Par exemple, on peut trouver la solution. Donc, par exemple, au lieu de faire nous-mêmes le travail d'établissement du cahier de charge, de se réunir, etc., pour se mettre d'accord, etc., on peut, par exemple, trouver la solution. On peut faire, par exemple, appel à un expert. Donc, à un expert qui va faire, un expert qui soit une personne, ou bien à une société experte, ou bien à une société experte dans les cahiers de charge, dans l'établissement des cahiers de charge. Donc, si je fais appel à une société experte ou bien à un expert, donc ça veut dire que je vais diminuer les risques qu'on a déjà énumérés. Donc, pour diminuer les risques initialement, énumérés, relatif à ce sujet. Relatif à ce sujet. Voilà. Donc, on peut faire appel à un expert ou bien une société experte dans l'établissement des cahiers de charge et c'est elle qui va nous aider à faire un cahier de charge qui rassemble un petit peu nos besoins. Le besoin à notre laboratoire propre ou bien à l'ensemble des laboratoires qui vont s'intégrer avec nous. Donc, ça, c'est une première façon de faire. On peut trouver une autre façon, c'est utiliser des méthodes. Par exemple, utiliser des méthodes donc plus rigoureuses. Par exemple, pour pondérer les risques. Par exemple, quand par exemple, pondérer, donc pondérer veut dire quoi? Donner des poids. Pondérer, donc, ça veut dire donner des poids. Des poids. Les poids, c'est comme les coefficients. Par exemple, j'ai une matière, il y a un coefficient 3, une autre matière, il y a un coefficient 2, etc. C'est ça un poids. Donc, donner des poids. Donc, pondérer les risques. Voilà les risques. Par exemple, le risque de ne pas pouvoir acheter à cause de l'argent. Par exemple, je vais le pondérer à 3. Le risque de ne pas pouvoir adapter, etc., je vais le pondérer à 4, par exemple. Le risque de ne pas faire un cahier de charge commun dans tous ces détails, par exemple, je vais le pondérer à 5, parce que c'est important, etc. Donc, je vais pondérer les risques pour chaque... Et voilà, et trouver le risque est calculé, si vous voulez, le risque global selon ces points. Calculer le risque global selon ces points pour chaque stratégie. Voilà, pour chaque stratégie. Donc, cela me permettra par la suite de choisir la bonne, celle qui a moins de risques, bien sûr. Voilà, donc ça peut être une solution, donner des poids. Donc, dans les projets qui sont
Attendez un petit. Donc, dans les vrais projets, donc, ce calcul de poids ou bien de score, donc, par des poids, par des scores, on peut mettre par des scores. Le risque est calculé, le risque global selon chaque. Donc, dans les vrais projets, enfin pas les vrais projets, je veux dire, dans les projets qui sont très des grands projets, donc le calcul de poids, ça peut être établi selon des méthodes mathématiques et statistiques. Donc, il y a des méthodes formelles, si vous voulez, des méthodes mathématiques qui fournissent aux décideurs les paramètres qui permettent de trancher sur une stratégie par rapport à une autre. On peut mettre cette remarque donc, dans certains grands projets, on applique des méthodes mathématiques voilà, d'attribution de risque, d'attribution et qui permettent au bout du compte de donner aux décideurs des paramètres tranchés de la solution à adopter. Voilà, donc dans les grands projets, on peut trouver donc, des paramètres beaucoup plus formels, donc établis par des méthodes mathématiques, si vous voulez, et qui donnent à la fin, si vous voulez, sous forme d'un tableau de bord, les différents paramètres aux décideurs qui leur permettent de trancher sur une solution particulière. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour sur cet exercice-là. Voilà, donc j'espère que tous vous avez un petit peu relevé comment il faut analyser la situation. Et le fait d'avoir analysé cette situation, vous voyez bien que des fois, le choix n'est pas évident pour une solution ou bien pour une autre. D'accord? Donc, des fois, le choix peut être vraiment problématique du fait il n'est pas évident de trancher sur un choix par rapport à un autre. D'accord? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, madame, c'est compris. Voilà, donc Oui. je vous ai un petit peu résumé un peu la réponse de cet exercice. Je vais vous l'envoyer, je vous l'envoie. Et si vous avez d'autres questions en la lisant, donc vous n'avez qu'à me faire signe une autre fois. Voilà, donc je crois qu'on a fait cette série d'exercices. On a énuméré un petit peu les risques pour chaque solution à apporter. On a fait le tour sur l'exercice numéro 2 relatif aux maintenances à appliquer sur un logiciel. Donc, les types de maintenance, elles sont impératives pour tout logiciel. Voilà. Donc, et puis là, donc je vais mettre ici solution. Donc, je vous donne rendez-vous cet après-midi à partir d'une heure et quart maximum, 1h15. Donc, je vous donne rendez-vous à 1h15 pour faire un TP. D'accord? Madame, une seule séance. Comment? Une seule séance. On fera une seule séance. Parce que vous avez déjà. مدام Oui? Oui, mon garçon. خليني ما نقطعكش مدام كملي Non, ما تقطعنيش. كملي مدام ما نقطعك Voilà, TD1. Voilà. داكور مدام à propos du TP Hein?
دي تبي في البريزونسيال يعني ابري مدام شغل السبت جاتنا شويه Oui, mais écoute, جاتنا moi je vais بزاف prendre. Anna, je ne peux pas venir le jeudi. Ça, c'est clair et net. انا جو بروبوز احنا قلنا نبروبوزيو لك ان اوتر جور Enfin, نلقاو écoute, لك mon garçon, ان جور avant que tu ne proposes, يساعدنا وياك. quelle que soit ta proposition, وي si tu me proposes quelque chose pour le mercredi, je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi? داكور نبروبوزيوك مسكين Donc, مدام هي proposez-les où je t'aime. On a Même comme dimanche, Belzois à 5 heures. C'est pas un problème pour moi. Parce que quand j'arrive à Belzois, c'est pas un problème. Je suis à Belzois, je suis là pour vous. Le temps que vous مدام voulez. هي Oui. لي سيونس تي بي اونلي لا لا دونك واش من نهار يساعدك مدام نلقاو لك حنايا شوف انا وش يساعدني اليوم السبت والاربعاء. Ce qui m'arrange, c'est samedi, سبت ولا ربع la journée tout بون entière, le moment اللي تجي فيها. Même par exemple, tu viens à un moment, par exemple, قال تساعدني نجيك بين 4 و5, moi je reste pour toi 4 heures, 5 heures. Même tu es le seul étudiant à venir. Ça m'arrange دونك de toute la بالاربعاء journée. الاربعاء مدام جورني كومبلي Là-bas, mercredi journée complète. Journée complète. Donc ça veut dire احنا نديروا 2 créneaux. واش قصدك مدام نديروا 2 créneaux من 9 حتى ل 11 و10 je pense. Ensuite, on fait un créneau اها من الوحدة حتى لزوج و 3 و10. Donc essaie de voir في هذيك la pause ولا بين 8h 9h ولا je sais pas ولا la pause هذيك تاع midi etc jusqu'à 1h ولا après 3h par exemple de 3h حنا ما à نقراوش لابريميدي بالاربعاء مدام حنا لابريميدي ما نقراوهاش نكملوا نورمالمون 12 ونص tu vas تكملوا على 12 12 ونص. ونص Donc par الى exemple est-ce que le problème c'est ça, j'arrive pas à trouver une façon de faire pour vous. Parce que regarde, quel que soit on X a les de 8 samedis, heures. attends, mais 8h تقراو عند un prof. Non, on a de 8 heures à 11 heures. C'est un groupe qui a un cours. Après, de 11h, 11h30, c'est le deuxième groupe. Donc, pour le deuxième groupe, on pourra avoir TP pendant la matinée. Trouvez, mademoiselle, moi je suis pas contre. Trouvez pas qu'une solution. Oui, on peut le faire mercredi. Il faut ramener vos laptops. Oui, ça, c'est pas un problème. Parce que علاش باش نلقاو الصال دو تي بي ونديبلاسي وراح نضيعوا الوقت. Donc لازم نكونوا sur place نديروا تي بي. انا نجيب mon laptop, je vous montre des choses et je vous corrige. Je passe dans les rangs et je corrige, il n'y a pas de problème. Moi je suis à l'écoute de toute proposition. Il n'y a pas de souci. Même, par exemple, pour les gens qui ne peuvent pas venir samedi, lorsqu'on sera en présentiel, en ligne, ça ne pose pas de problème. Lorsqu'on sera en présentiel, je vais ramener un groupe un seul samedi. Au lieu de ça de TP, on fera 3 heures. Et le deuxième groupe fera l'autre samedi. Ça veut dire pour un samedi, je vais ramener 2 groupes. Par exemple, groupe 1, groupe 2. Groupe 1 fera 3 heures. Groupe 2 fera 3 heures. Pour l'autre samedi, ça sera le groupe 3 et le groupe 4. 3 heures, 3 heures. Ça veut dire que je ne vais pas déranger chaque groupe chaque samedi. Je ne dérange un groupe qu'un seul samedi parmi 2. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, madame. Donc, la meilleure moi, ce que je solution, peux te suggérer, mon garçon, كيفاش مدام discuter avec vous, trouver la meilleure لابريميدي solution. ميركريدي نو ما تصلحش Mardi, je viens pas mardi, je viens mercredi, samedi. C'est ça le problème. Madame, la séance mercredi de mercredi مش TP, مرضي la séance TP, elle dure combien? La séance de TP, donc, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont fait 1 heure pour chaque séance? S'il s'agit d'1 heure pour chaque séance, donc pour chaque groupe, on aura 2 heures au lieu de 3 heures. Je crois que c'est 1h30. Donc, je crois que c'est 1h30. Donc, Donc, le deuxième. 3 heures. Dans ce cas-là, on avancera dans les TP. Ça veut dire au lieu de faire un seul TP, on fera 2 TP. On avancera. Et moi, je suis à Donc, l'écoute pour le A2,